Bonjour, aujourd'hui on va avoir des questions de surjectivité de l'exponentielle sur Mn de R. Alors tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez le retrouver dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, dans deux types de chapitres, le chapitre 6 qui est dans le tome 1 et le chapitre 9 qui est dans le tome 2. Voilà. Alors d'abord ça part d'un rapport de jury sur la leçon de l'exponentielle, qui commence quand même un peu fort avec il faudra savoir faire des exercices comme ceci et cela, qui sont quand même des exercices déjà de très bon niveau, donc ça peut surprendre quand même un étudiant, surtout que c'est pas une leçon si difficile, hein, a priori, c'est pas si exigeant que ça, la leçon sur l'exponentielle. Alors je me suis dit, bon, ce serait bien de faire un petit point là-dessus, pour avoir une idée un petit peu de tout ce qu'il faut savoir, des techniques différentes. Bien, alors d'abord, je vais supposer qu'on sait que l'exponentielle de Mn de C dans Gln de C est surjective. D'abord, ça va bien dans Gln de C, parce que l'exponentielle, le déterminant de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de la trace, donc c'est non nul. La surjectivité, il y a deux méthodes pour la prouver. Une qu'on fait en chapitre 6, c'est-à-dire avec Dunford. Mais attention, ici, on va partir d'une matrice dont on veut avoir en quelque sorte un logarithme, mais on va partir de sa décomposition de Dunford multiplicative. C'est logique, hein, D, diagonalisable, fois U, unipotente, c'est-à-dire identité plus nilpotente. Et là, ça nous permet de diviser pour régner. D, ça va être facile d'en avoir un logarithme en quelque sorte, puisque sur C, de C vers C étoile, l'exponentielle est surjective. Et quand on regarde sur les unipotents maintenant, on a un logarithme, c'est-à-dire identité plus n, le log de identité plus n, on a un logarithme unique, c'est-à-dire qu'entre les nilpotents et les unipotents, on a une bijection. L'exponentielle va fournir une bijection. Et la bijection inverse, c'est simplement la formule de Taylor, de log de identité plus n, qui va être polynomiale, parce que n est nilpotent, donc forcément, la formule de Taylor, elle s'arrête à un certain ordre. Bien, donc, bon, voilà. Donc ici, on a une décomposition multiplicative, et on prend le log, on prend un log pour la partie diagonalisable, le log pour la partie unipotente, et on fait la somme des deux ici, et on a une décomposition de Dunford additive. Voilà, c'est l'idée. Alors après, il y a une autre méthode, et ça c'est, qui est dans le chapitre 9, et ça c'est la méthode merveilleuse, c'est-à-dire c'est le mélange détonnant, le cocktail détonnant entre le côté différenciable, c'est un groupe de Lie en quelque sorte, c'est-à-dire on va utiliser à fond le théorème d'inversion locale et les techniques de groupe. C'est-à-dire du fait que quand on a un sous-groupe avec une topologie, si le sous-groupe contient un ouvert, alors il est ouvert, et en plus, du coup, il est fermé. Et du coup, il va contenir une composante connexe, etc. etc. Donc, voilà les idées, deux idées différentes pour montrer la surjectivité, avec la seconde qui est beaucoup plus efficace. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur R? Alors, la première constatation, comme le déterminant de l'exponentielle de A, c'est l'exponentielle de la trace, et que l'exponentielle sur R, c'est strictement positif, on ne pourra aller que dans le sous-groupe des matrices à déterminant strictement positif. Voilà. Ce sera, l'image de l'exponentielle va aller là-dedans. Maintenant, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on a égalité? Eh bien, non. Alors d'abord, on va commencer avec des exemples. Si le spectre ici de notre matrice est strictement positif, donc si c'est diagonalisable avec spectre positif, alors je me ramène, comme l'exponentielle commute avec la conjugaison, je me ramène au cas où c'est diagonal, d'accord?
Eh bien, ici, c'est très facile d'obtenir un antécédent. J'ai qu'à prendre 0 et log de 2 ici. D'accord? Et l'exponentielle, ça va donner ça. Et donc, maintenant, si j'ai quelque chose de diagonalisable, avec ces valeurs propres-là, si j'ai P, ça fois P moins 1, ben, il suffira de mettre P fois ça fois P moins 1. Bon, donc là, c'est facile. Deuxième niveau de difficulté, si c'est plus diagonalisable, mais toujours avec des valeurs propres, donc je le fais en 2-2, hein, là, mais toujours avec des valeurs propres strictement positives. Donc ici, du coup, je mets une multiplicité de valeurs propres, et je mets un 1 là. Donc j'ai mis 2 plutôt que 1 pour rendre les choses un peu plus corsées, mais bon, c'est pas si difficile que ça. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous regardez la décomposition de Dunford multiplicative, c'est-à-dire en gros, c'est deux identités fois la matrice 1, 0, 1 demi, 1, bien sûr. Et maintenant, vous prenez le log, alors 2 fois identité, donc ici vous prenez le log, là c'est facile, et vous avez un log ici de la partie unipotente, et le log de identité plus n, bah, c'est n moins n2 sur 2 plus n3 sur 3, etc. Mais après 2, bah, étant donné qu'on a des matrices de 2, les nilpotentes, à partir de n2, ça s'annule. Donc, on a ce log-là qui est égal à ça. Voilà. Donc, on prend cette matrice-là plus cette matrice-là, et quand on va faire l'exponentielle, on va obtenir cette matrice-là. Bien. Troisième exemple. Alors, pareil, hein. Alors, troisième exemple, maintenant, les valeurs propres sont négatives, mais ça reste diagonalisable. Alors, je vais regarder le cas avec moins 1, c'est-à-dire valeur propre négative, mais avec multiplicité. Eh bien, là, c'est facile de voir que la matrice 0, pi moins pi 0, hein, quand on va prendre l'exponentielle, ça va donner ça. Pourquoi? Ben parce que ça, c'est la représentation matricielle réelle de i pi. Et exponentielle de i pi, ça fait moins 1. Donc vous vérifiez que l'exponentielle de ça, ça fait ça. Donc ça, c'est quand même encore des choses assez classiques. Maintenant, on attaque les contre-exemples. On va voir qu'on a des éléments de GLN de R+, qui ne sont pas dans l'image de l'exponentielle. D'abord, la matrice diagonale, moins 1, moins 2. Et donc finalement, après, toutes ces conjuguées, évidemment. Ben oui, parce que si on avait B réel, hein, tel que l'exponentielle de B est égale à ça, ben, étant donné que le spectre de l'exponentielle, c'est l'exponentielle du spectre, ça c'est bien connu, eh bien ça voudrait dire que le spectre de B devrait contenir des valeurs propres, forcément, telles que x de lambda égale moins 1, et au moins une valeur propre aussi, telle que x de lambda égale moins 2. Mais exponentielle de lambda égale moins 1, ça veut dire que lambda c'est i pi, modulo de i capri, et là, bah, pareil, c'est log de 2 plus i pi modulo 2i capi. Bon, mais étant donné que la matrice est réelle, si elle a une valeur propre, elle a aussi sa conjuguée. Mais là, ça ferait cette valeur propre, sa conjuguée, cette valeur propre, sa conjuguée, ça fait 4 valeurs propres distinctes. Donc 4 valeurs propres distinctes, c'est pas possible parce que n est égal à 2. Bon, alors ici c'est 2. Hein. C'est pour ça qu'il a fallu prendre ici une multiplicité, et là c'était possible. Vous voyez, on comprend mieux cet exemple-là, pourquoi ça marchait. Bien, alors donc, déjà on a un premier niveau d'obstruction. Maintenant on va voir un deuxième niveau d'obstruction, c'est si on a effectivement une valeur propre double, mais cette fois-ci c'est non diagonale, non diagonalisable. Alors pourquoi? Maintenant, je vais supposer que x de b est égal à moins 1, 0, 1, moins 1. D'ailleurs, ça c'est la matrice qui est donnée dans l'exemple du rapport de jury sur la leçon exponentielle. Alors ici, je suppose qu'on a ça. Eh bien, b va avoir pour valeur propre, forcément, pour les mêmes raisons que précédemment, bah, quelque chose i pi et moins i pi. Alors, bien sûr, modulo, toujours 2i capi, tout ça.
bien sûr, comme B est réel, hein, il faut que les valeurs propres arrivent avec leur conjugué. Mais ça veut dire qu'il y a deux valeurs propres distinctes. Donc ça veut dire que B est diagonalisable sur C. Donc ça veut dire que l'ex de B est diagonalisable sur C. Et donc ça veut dire que c'est pas possible, parce que ça, c'est non diagonalisable sur C. Voilà. Voilà. Maintenant, on va continuer. Et dans ce rapport de jury, il y a la question suivante. Si on prend A égale cette matrice-là, est-ce que cette matrice, en bloc, est dans l'image de l'exponentielle? Donc ça, on va regarder ce genre de problème. On va avoir besoin, pas forcément besoin, mais c'est très pratique d'avoir ce théorème sous la main. Si A est dans GLN de R, alors il est dans l'image de l'exponentielle complexe, si et seulement si il est dans l'image du carré de Mn de R. Voilà. Alors, dans un sens, c'est facile. S'il est dans l'image de l'exponentielle, il est dans l'image du carré. Parce que s'il existe C tel qu'X de C égale A, avec C réel, alors il suffit de prendre B égale X de C sur 2, et quand on va mettre au carré, à cause des propriétés additives de l'exponentielle, bon, sous condition de commutation, mais là, C sur 2 commute avec C sur 2, eh bien on va avoir B2 égale X de C égale A. Voilà. Maintenant, la réciproque n'est pas évidente. Je vais essayer de vous montrer la preuve la plus courte que je connais. En tout cas, bon, j'ai vu sur Internet et sur les livres des preuves assez lourdes. Donc ça vaut le coup quand même d'en regarder une assez simple. Et elle est dans H2G2. Hein, elle est dans Nouvelle Histoire de groupe et de géométrie. Alors maintenant, la réciproque. Plus délicate quand même. Il faut quand même faire un petit peu attention à prendre le chemin le plus court, parce que sinon on pourrait se perdre dans la forêt, dans la jungle. Alors ici, vous partez d'une matrice B telle que A égale B2. Alors, je vous rappelle, c'est un classique qui devrait toujours être dans les leçons sur l'exponentielle, c'est que si A est dans GLN de C, alors non seulement il existe une matrice C, on va dire, telle que X de C égale A, mais on peut en réaliser une sous la forme d'un polynôme en A. Donc il existe un polynôme complexe tel que X de P de A égale A. Bon, je ne sais pas quelle méthode préconiser, mais disons que pour moi, le lemme des noyaux, ça me paraît être le chemin le plus sûr. Hein, c'est-à-dire, vous regardez pour identité plus n, bon, bah, là, il y a effectivement, donc ça c'est une matrice unipotente, on a dit qu'il y avait un polynôme, d'accord, qui est le logarithme de i plus n, qui est polynomial. Donc c'est pas un problème pour ce genre de matrice. Maintenant, si je multiplie identité par un lambda strictement positif, alors ça ne va pas être un problème non plus, parce que lambda in plus n, bah, ça va être lambda in fois in plus n sur lambda, parce que lambda est non nul. Et donc, quand on veut prendre un logarithme, on va avoir mu in. Alors, mu, c'est un antécédent de l'exponentielle, mais c'est de l'exponentielle de c dans c étoiles. Hein, comme lambda est dans c étoiles, on a un mu tel que x de mu est égal à lambda. Et donc, on va avoir un antécédent pour l'exponentielle de tout ceci. Ça va être mu in plus le log de ce truc qui est unipotent. Voilà. Donc ici, on a un polynôme, et ici, on a juste le polynôme constant égal à mu. Hein, d'accord, attention, le polynôme dépend de A. Donc ici, le polynôme a le droit de dépendre de lambda, et j'ai le droit de prendre mu comme polynôme. Bon, et ensuite, maintenant que, à chaque fois que j'ai un spectre singleton, je sais trouver un polynôme, eh bien, j'applique le lemme des noyaux, le lemme des noyaux est fait pour ça, et je vais avoir le polynôme P suivant, donc pour la matrice générale A, c'est la somme des P lambda, pi lambda. Pi lambda, c'est les projecteurs spectraux. Hein, donc ici, je projette sur un sous-espace sur lequel A va être l'induit, en quelque sorte, de l'endomorphisme
correspondant à A va être de spectre singleton. Donc ici, j'ai un P lambda. Donc je vais faire ceci, et ça va marcher. Bien. Donc ça, c'est ce classique. Hein, il existe un polynôme P tel que x de P de A égale A. Alors si on connaît ce classique, il y a une preuve vraiment expresse de la réciproque, c'est que on prend A égale B2, comme B est réel, c'est B fois B bar, on applique ce résultat, c'est x de P de B fois donc x de P de B le tout bar, avec P un polynôme complexe. Maintenant, P de B le tout bar, c'est P bar de B, parce que B est réel. Et par commutation, ici, c'est l'exponentielle de P plus P bar de B. Mais P plus P bar est un polynôme bar invariant. Donc c'est un polynôme réel que j'appelle Q. Donc c'est l'exponentielle de Q de B. Voilà, point barre. Voilà. Point barre. Non seulement j'ai montré que A est dans l'image de l'exponentielle, mais en plus de ça, je me paye le luxe d'avoir un polynôme qui le réalise. Voilà, voilà. Donc ça nous fait un théorème bien pratique parce qu'on aime mieux, hein, on voit d'ailleurs dans les exemples précédents, c'était quand même, on peut reprendre les exemples précédents et essayer de voir si c'était pas plus facile de regarder si A est dans l'image du carré plutôt que de l'exponentielle. Et maintenant, on peut se poser la question, soit A dans GLN de R, et on va regarder cette matrice AA00, et bon, son déterminant est strictement positif, donc est-ce que c'est dans l'exponentielle de Mn de R? Alors, je vous conseille de regarder un petit peu tous les cas, vous allez voir, on obtient quand c'est diagonalisable ou non diagonalisable, on va obtenir des multiplicités. Donc, on peut tenter de résoudre le problème, et il y a ce rapport du jury qui nous propose de regarder le cas où A, c'est moins 1, ici, et de se demander si ça, c'est dans l'image de l'exponentielle. Là, cette fois-ci, la réponse est oui. Pour A, la réponse était non, on l'a vu tout à l'heure, mais pour A dédoublé, la réponse va être oui. Alors, regardez une façon facile de le voir. Vous regardez ici la décomposition de Dunford, mais multiplicative, parce que on cherche un élément tel qu'au carré, ça fait A. Alors ici, on va regarder la décomposition multiplicative de cette matrice. Pourquoi multiplicative? Parce qu'on cherche des racines carrées. Hein. Donc racine carrée, c'est plutôt compatible avec la multiplication qu'avec l'addition, hein, déjà dans R. Alors ici, la décomposition multiplicative, vous allez mettre moins identité en facteur, ça c'est diagonalisable, fois ceci qui est unipotent. Donc très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à chercher une racine carrée de ça et une racine carrée de ça. Alors, pour la partie unipotente, il y a une fonction racine carrée. Hein, c'est-à-dire quand vous avez identité plus n, vous avez une racine carrée de l'identité plus n. Vous pouvez dire, voilà, ça va être identité plus n sur 2, plus etc. Vous avez une formule de Taylor et qui va s'arrêter, qui va être polynomiale. Mais là, elle s'arrête assez rapidement. Et on voit que ceci, c'est une racine carrée de ça. Hein, d'accord? Ça, c'est très facile. Et maintenant, une racine carrée de ça, c'est ça, évidemment. Donc maintenant, on va multiplier les deux racines carrées. On va multiplier cette matrice-là par cette matrice-là, et ça fait cette matrice-là. Et j'affirme que cette matrice-là, au carré, ça fait ça. Donc cette matrice, elle est dans l'image du carré, et comme elle est dans l'image du carré, elle est dans l'image de l'exponentielle. Voilà. Alors, maintenant, une dernière question. On pourrait se demander quelles sont toutes les racines carrées d'une matrice de données. Alors, bon, pourquoi? Parce que ici, sur les matrices unipotentes, on va avoir unicité d'une racine carrée. Hein, d'accord? Attention, je parle d'une racine carrée unipotente. Hein, voilà. Donc, de unipotent à unipotent, ça va être unique. Mais il reste ici. Donc, quelles sont toutes les matrices? Alors là, on a exhibé une matrice, mais on pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait les trouver toutes? Alors, bon, on va terminer en beauté avec ça. Hein, ça s'appelle les structures complexes.
Et ça, c'était un truc que Poincaré a cherché, mais dans un cadre beaucoup plus général. Hein. Donc vous pouvez taper sur Google structure complexe, je pense que vous allez avoir des choses. Et on en parle aussi dans H2G2, dans le chapitre 3 de H2G2. Voilà, alors on va chercher l'ensemble des solutions de l'équation M2 égale moins identité avec M dans Mn de R. Ça s'appelle les structures complexes parce que sur un espace vectoriel réel de dimension n, se donner une structure d'espace vectoriel complexe revient à se donner l'action de I, de la multiplication par I, le complexe I. Et cette action doit être finalement une action linéaire sur l'espace vectoriel et qui doit vérifier forcément, quand elle est faite 2 fois, eh ben, ça doit être moins l'identité. Donc, se donner finalement une structure complexe, une structure d'espace vectoriel complexe, après de variété complexe c'est plus compliqué, mais bon, déjà d'espace vectoriel, à partir du moment où on a un espace réel, revient à résoudre cette équation-là. Bien, alors résolvons-la, et déjà on remarque que si n est impair, c'est pas possible. Parce que quand on va prendre le déterminant ici, déterminant de M2, c'est le déterminant de M, le tout carré, donc c'est positif, alors que ça, c'est strictement négatif. Voilà, on va dire positif ou nul, alors que le déterminant, comme n est impair, ça, c'est moins 1. Bien, donc impossible. Maintenant, si n est pair, alors si n est pair, alors on a une solution, c'est de prendre la matrice J. Alors la matrice J, je ne l'ai pas dit, c'est toujours la structure complexe canonique pour n égale 2. Hein, donc on a 0, 1, moins 1, 0. Voilà. OK? Et donc on va prendre J comme ça, vous allez mettre au carré, et bien ça va faire moins 1, moins 1, moins 1, donc ça va faire moins I n, bon, pour n pair. Hein, ça demande bien que ce soit pair. Et donc là, ces solutions. Maintenant, vous allez me dire, bah, avec une solution, on peut en faire plusieurs, il suffit de conjuguer. Donc on met au carré, quand ça, le carré commute avec la conjugaison, mais là on a moins identité qui commute avec P, et donc ça va faire encore moins identité. Quel que soit P dans GLN de R, bien sûr. Maintenant, eh ben, je vais montrer que, donc, tout ça c'est déjà solution, mais maintenant je vais montrer que réciproquement, toute solution est sous cette forme-là. Comme ça, j'aurai résolu mon équation. Eh bien, c'est facile. Je vais supposer que M2 est égal à moins IN, donc avec n pair, hein, évidemment. Donc, M2 plus IN est nul. Donc, M est annulé par le polynôme x2 plus 1, qui est scindé simple sur C. Donc, ça veut dire que M est diagonalisable sur C avec n sur 2 i, la forme diagonale, il y a n sur 2 i, je vous rappelle que n est pair, n sur 2 i et n sur 2 fois moins i. D'accord? Vous allez avoir une forme diagonale qui est comme ceci. Voilà. Mais maintenant, quand vous regardez cette matrice-là, elle a la même forme diagonale. Elle est diagonalisable avec la même forme diagonale, puisque ça, c'est semblable à i moins i. Donc vous permutez, vous obtenez la même chose. Donc, ça veut dire que M et J sont semblables sur C. Oui, mais comme elles sont toutes les deux réelles, on sait que semblable sur C, ça implique semblable sur R. Donc il existe un P qui vérifie ceci, et c'est terminé, on a fait la réciproque. Donc voilà, hein, je pense qu'avec ça, avec tout ça, vous êtes complètement paré sur toutes les questions de surjectivité de l'exponentielle sur Mn de R. Il ne peut plus rien vous arriver.